FGC. Donc bonjour à tous, je me présente. Donc Jean-Yves Sablon, je préside la FGC Centre-Est. Et donc aujourd'hui, on vous accueille pour vous parler de la opération de remplacement du tablier du pays 3004 sur l'autoroute A43 à Chambéry. Donc je vais commencer par vous parler un petit peu de la FGC pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, donc la FGC. Ah, tu peux changer la. Ah si, ça y est, il y a un petit temps de latence. Donc la FGC, c'est un réseau d'acteurs et d'experts du génie civil depuis 1998. Aujourd'hui, on a un peu plus de 1600 adhérents et on organise un peu plus de 40 manifestations par an sur l'ensemble du territoire, plus les webinaires comme celui d'aujourd'hui. Donc l'objectif de l'association, c'est de partager la connaissance dans le domaine du génie civil au travers de rencontres, de conférences et de présentations comme celle d'aujourd'hui ou de ce qu'on peut faire au cours de l'année. Donc quelques exemples de manifestations qu'a pu organiser la FGC par le passé. L'objectif aussi, c'est de transmettre la connaissance du métier du génie civil dans l'ensemble de ses composantes. Donc, la FGC, c'est aussi un relais des grandes associations internationales, aussi une expertise scientifique au travers des guides, évidemment acteurs de la transition écologique et objectif aussi important vers les jeunes pour les accompagner dans le génie civil, euh, développement professionnel. Les publications de la FGC, c'est au travers de tout un tas de guides sur bien prescrire les bétons, par exemple, sur les impacts diogènes, syogènes au niveau des impacts environnementaux. C'est aussi des groupes de travail avec l'objectif de ces groupes de produire un recueil des bonnes pratiques, donc sur des sujets comme l'ingénierie forensique, le bois, et puis les sujets d'impact sur les ouvrages. Donc, on trouve l'information sur l'avancement de ce groupe de travail sur le site internet de la FGC, dont je donnerai l'adresse un petit peu plus tard. Donc, la FGC s'associe également à des manifestations nationales. Donc, il y a le congrès du français de génie civil, mais on aura bientôt le congrès enfin, en mois de mars prochain de la FGC, des rencontres du GCU. Donc, la FGC est organisée en 8 délégations régionales. Donc, nous, la délégation qui nous concerne, c'est la délégation Centre-Est. Des visites de chantier qui ont pu être organisées par le passé. Je vais aller un petit peu. On trouve beaucoup d'informations sur le site de la FGC par rapport à ce nouveau maintenant qu'il y a quelques années, euh, cette nouvelle commission Histoire et patrimoine, dont l'objectif est à la fois de documenter les ouvrages anciens et de les valoriser sur leur site pour les sauvegarder, par exemple, comme ça a été le cas pour le pont Albert-Loup ou peut-être le pont des Anglais en Savoie. Alors, tout un tas de bonnes raisons d'adhérer. Pour ceux qui ne le sont pas, je vous invite à adhérer. Ça vous permet de rentrer dans un réseau de professionnels et de pouvoir échanger, participer à nos manifestations et ainsi que à la documentation de la FGC. Que vous trouverez sur le site que l'on voit ici. On rappelle que pour les étudiants, c'est gratuit. Par exemple, on vous invite au niveau des étudiants stagiaires de vos entreprises et universités de les inviter à s'inscrire, ce qui leur permet aussi de rentrer dans la communauté du génie civil et d'avoir des contacts, pour tout un tas de propositions d'accompagnement.
On a, alors, au niveau de la délégation Centre-Est, on a une délégation assez complète et qui représente toutes les composantes du métier, à la fois les maîtres d'ouvrage, les architectes, les entreprises, les bureaux d'études. Donc, l'objectif de notre délégation, bah, c'est de préparer des journées comme celle d'aujourd'hui. Voilà ce qu'on a pu faire fin d'année dernière et puis le programme de l'année à venir. Donc, on est allé sur le pont des Meux en Isère avec le département de la Drôme, donc sur l'Isère, hein, c'est un pont qui est entre l'Isère et la Drôme au niveau des départements. On est allé aussi au Technicentre de Saint-Étienne, euh, donc un projet de la SNCF avec le chantier mené par de Mathieu Barre et sous maîtrise de Vrégis. Et puis on a aujourd'hui donc cette présentation sur l'opération du pays 3004. On fera en avril une conférence et visite sur le site du pont de Brignoud sur l'Isère. Donc c'est un ouvrage Bostring de 120 mètres de portée au-dessus de l'Isère, à Brignoud donc. En septembre, on parlera de la galerie de la Marionnette, là, sur un webinaire. Un sujet en cours de développement sur les passerelles, avec conception et retour d'expérience. On est en train de monter cette conférence. Au mois de novembre, on pense faire un webinaire sur la déconstruction de la tour Eurodif et des éléments de centrale de Georges Besse. On pense également à faire enfin, on a prévu programmer une conférence sur l'innovation en fin d'année et également sur les projets autour de Perrache, tout ce qui se passe à Perrache qui démarre maintenant. Voilà. Donc je Merci vais Jean-Yves. laisser la parole à Jean-Michel Audin qui a organisé la conférence et je vous souhaite un bon webinaire. Merci à tous. Merci Jean-Yves. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous présenter le programme de la conférence de ce webinaire de ce soir. Comme ça a été dit, et ce pourquoi vous êtes inscrits, c'est le pays 3004 à Chambéry, donc un ouvrage situé sur l'autoroute A41, juste après l'autoroute A43. Tout d'abord, on aura une vue sur le contexte de cette opération avec Michael Schulz, conducteur d'opération, qui était chef de projet chez ARIA pour cette opération, après avoir été en charge du nœud de Chambéry 43. Et Paul Gauguet également, qui participera donc à cette présentation du contexte, qui a eu un rôle d'AMO sur cette opération chez le bureau d'études IXO. Ensuite, on vous expliquera, Rélès Bonned et moi-même, l'ensemble de la conception de l'ouvrage. Euh, sur les différents aspects, pourquoi est-ce qu'on a retenu l'ouvrage que vous voyez en photo ici à droite, là, après sa pause, là, quelques heures après sa pause. Cette opération elle a été faite en conception-réalisation et le constructeur Bouygues interviendra pour expliquer à la fois les méthodes de réalisation et les travaux de remplacement des tabliers. Et ces explications seront données par Sébastien Chaperon et Jefferson Wembebil. Voilà. Donc, on va commencer avec le contexte de l'opération. Je vais simplement passer la main à Paul. Merci. Voilà. Alors bonjour à tous. Merci Jean-Michel pour l'introduction. Je m'excuse, j'ai un petit souci, j'arrive pas à activer la caméra, mais c'est pas le plus important. La présentation est bien plus importante. Désolé pour ça. Euh, pour la situation de l'ouvrage, donc il est positionné, on l'a déjà un peu présenté, au croisement de deux axes structurants du nord de l'agglomération chambérienne, entre Chambéry et le lac du Bourget, Aix-les-Bains, au croisement donc de l'A41 Nord,
qui est juste dans la continuité de la 43, effectivement. Et donc c'est la voie portée et c'est un ouvrage qui permet de passer au-dessus de la voie rapide urbaine de Chambéry, qu'on appellera plus tard VRU peut-être à certains endroits. Voilà, donc on est vraiment à un point vraiment névralgique du nord de l'agglomération chambérienne, ce qui a conduit à pas mal de contraintes. On le verra par la suite. Paul, si tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc là, on a une photo de l'ouvrage. Il est encadré en rouge. En définitive, on parle du pont, enfin du pays 3004. Hein. Il s'agit de deux ponts côte à côte, un par sens de l'autoroute A41 Nord. On voit également un peu plus loin, au nord en l'occurrence, puisque le lac du Bourget, on le voit tout au fond. Il y a un autre ouvrage qui porte une voirie communale qui est également à proximité directe du pont 3004. Donc c'est un ouvrage stratégique au cœur des mobilités alpines, comme on l'a indiqué ici. Il a été construit en 1976, donc c'est un ouvrage qui a tout juste 50 ans. Et qui porte donc deux voiries avec des niveaux de trafic plutôt élevés. Euh, et donc voilà, comme je l'expliquais, avec deux ponts et non pas un unique, ce qui là aussi présentera certains des enjeux pour la suite. On peut passer au suivant, Paul, s'il te plaît. Ouais. C'est toi qui enchaînes d'ailleurs. Du coup, ouais, on est sur un PSIVP, donc voussoir préfa précontrainte 76, donc qui a été fait par AREA, hein, la construction de l'autoroute. La petite particularité, c'est que ces voussoirs, en fait, il n'y a pas d'acier de continuité. Ils sont simplement collés à colle époxy. Et on a une précontrainte longitudinale, du coup, qui vient maintenir tous ces éléments. Donc, ça représente deux travées d'environ 20 mètres. Donc, c'est pas un ouvrage dans ses dimensions exceptionnelles, mais le projet le sera dans sa position et avec les configurations pour le mettre en œuvre. Ce projet il s'inscrit dans l'aménagement du nœud de Chambéry, comme dit précédemment, où en 2022, donc, il y a eu des travaux sur les bretelles, la gare de péage qui sont attenants, et en particulier sur cet ouvrage, le raidissement du Perret, du coup de la culée Est, ces deux côté Annecy, qui nous permettra de venir plus tard avec les Camargues au plus près. Euh, c'est un ouvrage qui a quelques particularités dans sa conception, qu'il est monopanté vers le nord. C'est pareil, c'est important dans les configurations et les prescriptions techniques du nouveau tablier qui sera mis en place. Et on a un ouvrage à proximité immédiate, donc qui lui est propriété de la DIR et qui est exploité en fait par les communes locales, donc par la rue de Beaureland. Aujourd'hui, cet ouvrage, il a les mêmes caractéristiques, mais il est maintenu en place. Il présente des niveaux d'exploitation plus faibles. Ça aurait été une contrainte, je laisserai de toute façon Bouygues expliquer ça, mais dans justement le remplacement du tablier du pays 3004. Donc c'est un ouvrage qui est fondé, on a deux fûts de pile par tablier et des colonnes donc en fondation profonde, que ce soit sur les culées ou sur la pile centrale. Là encore, dans le programme de travaux, ça a son importance puisque un des facteurs qui explique son remplacement, c'est la mise à niveau sismique de l'ouvrage. Donc, un peu tout commence en 2017 dans le cadre du projet d'aménagement du nœud de Chambéry, où la décision ministérielle du coup de FCA explicite le traitement de cet ouvrage, notamment sa mise à niveau sismique. Donc, c'est un ouvrage qui, dans son IDP de 2018, est noté IQOA 3 pour de nombreuses raisons. Donc, on a des raisons un peu classiques, je dirais, d'altération des culées, des sommiers avec des venues d'eau. Donc, aujourd'hui, il ne présentait pas de joint de chaussée, plutôt des revêtements améliorés, un peu dégradés, et on observait, pour diverses raisons, des venues d'eau sur les culées, avec forcément des aciers apparents et des altérations béton armé, mais aussi, et ça concerne beaucoup plus le tablier, lié à ces voussoirs collés époxy, des ouvertures de fissures, justement au droit de ces joints finalement secs, et donc difficiles à suivre et assez pathologiques pour ce type d'ouvrage. Donc, considérant tout ça, il y a eu plusieurs études. Les premières études sont lancées en 2020, du coup, suite à l'IQOA de 2018 et à la décision ministérielle par rapport au nœud de Chambéry. Donc, il y a une première étude de réhabilitation, plutôt de renforcement, menée par un GEROP, suivie d'une étude de valeur en 2020 toujours, menée par Quadric, qui aboutit à la pertinence en fait, de remplacer l'ouvrage, vu les réparations lourdes et la durabilité finalement peu prolongée de l'ouvrage réparé. Donc, en 2022, AREA mandate IXO pour des études AVP de remplacement global de l'ouvrage.
et donc sont menées en parallèle forcément d'études AVP et des investigations sur la précontrainte, sa position, son état, les différents bétons, puisqu'on dit bien que l'état, vu les venues d'eau, n'était pas forcément prometteur. Ces études AVP, en cohérence avec l'étude de valeur, elles convergent vers la conclusion d'un remplacement, de la pertinence d'un remplacement du tablier, notamment en considérant des difficultés d'exploitation et un peu l'impact qu'une réparation aurait dans une espèce d'évaluation coût technique, etc. Donc, le maître d'ouvrage fait finalement le choix, avec ses conclusions, de remplacer l'ouvrage et du coup de lancer l'opération de conception réa, vu les difficultés de mise en place de méthodologies qui sont forcément intrinsèquement liées à la conception. En termes d'enjeux de l'opération, on en a déjà un petit peu parlé, on les a déjà un peu touchés du doigt. Bon, il y a toujours bien sûr la sécurité des usagers qui prévaut. Il y avait également pas mal de contraintes avec des événements dans l'agglomération chambérienne, donc il fallait arriver à caser le chantier dans un calendrier assez contraint. Euh, Comme on impactait et on devait couper pour en tout cas positionner les ouvrages neufs, on devait couper les deux voiries les plus structurantes du nord de l'agglomération dans une configuration à Chambéry avec une forme de cluse qui génère des contraintes de circulation également. Voilà, on générait forcément une gêne importante. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de la limiter au maximum. Et voilà, bien sûr, lié à tout ça, un fort enjeu également de communiquer et d'informer avec anticipation et le plus largement possible pour essayer de sensibiliser notamment les locaux à éviter de circuler ou à limiter leurs déplacements et à éviter le secteur pendant le créneau le plus impactant. Donc, le choix du mode de consultation est lié à tout ce qu'on a pu vous présenter jusqu'alors. Et donc, au vu des enjeux, et notamment celui de la minimisation de la gêne, donc voilà, il a été décidé de rajouter, parce qu'on n'a pas l'habitude forcément de le faire. En général, on a une répartition financier, technique. Là, on a souhaité mettre en place une note d'exploitation avec une pondération importante de 30%. Et voilà, on a également indiqué des plafonds sur certains modes d'exploitation, les modes d'exploitation les plus contraignants et les plus impactants pour l'agglomération chambérienne, et le transit, et le trafic de transit, avec des pénalités assez importantes en cas de dépassement. Euh, voilà, ensuite, on a parlé des contraintes spatiales, à proximité, et la proximité de l'autre ouvrage au nord. C'est sûr qu'on est dans un secteur avec assez peu de possibilités. Euh, et donc le choix qui a été indiqué par Paul précédemment d'une intervention définitive avait également pour objectif, et on a pas mal communiqué sur cet aspect, de d'épargner, d'éviter des multiples interventions de réparation ultérieure, puisque on avait fait donc un avant-projet de réparation, mais qui était assez contraignant en termes d'exploitation sous chantier. Voilà, et on avait également conscience, pour arriver à optimiser au mieux les choses et à limiter l'exploitation, que... Oula, on, on est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Très loin, je sais pas. Il y a quelqu'un qui a dû rester appuyé sur le bouton. Ok. On était conscient donc qu'il fallait que les méthodes travaillent avec la conception pour arriver au résultat le plus pertinent, arriver au meilleur compromis. Et donc le choix a été fait. Et là aussi, c'est pas quelque chose de très habituel chez nous, voire même d'un peu exceptionnel, de réaliser une consultation sur le mode du dialogue compétitif et avec attribution d'un marché en conception-réalisation. Voilà. Donc ni le dialogue compétitif ni les marchés de conception-réalisation sont très courants chez nous, mais là le cas nous semblait assez adapté pour le mettre en œuvre. Les dates principales
Donc voilà, en fait, on a enchaîné sur ce projet de remplacement du pont 3004 suite à la mise en service de l'opération de réaménagement de l'échangeur de Chambéry, qui a eu lieu le 21 février 2023. L'avantage de le faire après ce réaménagement, c'est qu'on bénéficiait de la nouvelle bretelle qui fait le mouvement depuis la VRU en provenance de Chambéry pour partir en direction de la 41 Nord Annecy. Et cette bretelle, elle nous permet dans un sens, de faire une déviation très courte par l'échangeur de Chambéry, la voie rapide urbaine, et de reprendre la nouvelle bretelle, ce qui présente un avantage certain euh, en lien avec les travaux qui ont été réalisés. Donc suite à ça, assez rapidement, une mission d'AMO a été confiée donc à IXO. On est en septembre 2023. Donc voilà, vous voyez que quand même les étapes se sont enchaînées assez rapidement. Le DCE, le dossier de consultation initiale, a été envoyé en avril 2024. Le dialogue a eu lieu à la fin de l'été. Et le marché a été notifié en décembre 2024. Euh, avec une décision ministérielle obtenue sur le dossier de demande de principe, qui est faite donc par notre concédant FCA, qui était reçu dans un délai Scratch. Euh, Chez nous, c'était du jamais vu, hein, mais 28 janvier 2025, mais ça a pu être le cas parce que ça a été vraiment une démarche partenariale et on les a intégrés dans les échanges très en amont. Euh, L'opération 60 heures chrono, on n'a pas appelé opération coup de poing, on a appelé 60 heures chrono in fine, a eu lieu du 3 au 6 octobre 2025 pour une mise en service voilà, qui reste encore à obtenir de la part de FCA. On est vraiment sur les derniers travaux qui doivent se terminer au début du printemps. Je crois qu'il y a une dernière slide. Ça, c'est pour toi, Paul. Ouais. Du coup, dans la définition de ce marché de conception rail, on a produit des pièces forcément équivalentes à des cahiers de clauses techniques et de management. Donc, un programme fonctionnel, en fait, qui couvre du coup plutôt les missions en dur relatives aux travaux, qui commencent dès les études qui seront menées par Arcadis derrière avec un APOA et des spécifications techniques détaillées. Pour tout ce qui est forcément fiche matériaux, etc., je ne vais pas aller trop dans le détail. Et pour le suivi de la réalisation avec les missions, je dirais plus ou moins classiques de DET AOR, un visa de niveau 3, donc renforcé, le suivi de la GPA et le dossier donc inspection travaux sécurité, là encore en lien avec les exigences du coup de FCA et de l'État concédant. En parallèle de cette ingénierie intégrée, donc toutes les missions de management et de direction de projet, c'est un peu des missions qui finalement sont propres à la maîtrise d'œuvre d'habitude, hein, intégrées dans les marchés de maîtrise d'œuvre, mais tout ce qui est direction de projet, gestion de la sécurité, des contrôles, etc. Et enfin, les missions relatives aux travaux, donc avec les études d'exé, tout ça piloté par Bouygues et son sous-traitant du coup Cogessi, les méthodes, et il y en a eu un certain nombre sur le projet, la réalisation de l'ouvrage, des ouvrages provisoires et tout ce qui est gestion des voies exploitées. Donc ça, c'était aussi une particularité un peu en conséquence des difficultés liées à l'exploitation et aux contraintes spatiales. Mais il y a eu un vrai chantier dans le chantier lié au balisage, à la mise en place des déviations et tout ce qui était lié forcément aux mesures d'exploitation. Et l'autre pièce principale de ce marché de conception-réalisation, c'était du coup les spécifications management, où là, on est vraiment dans le suivi qualité. C'est un peu les prescriptions en termes de suivi de qualité que devait mettre en œuvre derrière le maître d'œuvre pour assurer forcément la bonne réalisation. Et tout ce qui était du coup ordonnancement, pilotage, coordination, suivi de l'avancement, enfin voilà, des vrais rôles de maîtrise d'œuvre. Donc, en lien avec ces, je dirais, trois grandes familles, on a produit le marché sous un DPGF avec une série du coup ingénierie intégrée, les études et les travaux. Donc, on a trois grandes familles qui finalement sont facilement affectables aux entités concernées. Et une NESC du coup assez explicite aussi en amont qui permettait par ailleurs de définir le jugement selon le critère impact sur l'exploitation puisque c'était, comme je l'ai dit, un des points clés de l'opération, comment intégrer la réalisation de cet ouvrage et sa mise en place en bonne et due forme au bon endroit dans les exigences du marché. Voilà, c'est fini pour le contexte. Jean-Michel, je te laisse reprendre la main.
Ok, Merci. merci Paul. Je pense que j'ai omis de préciser qu'on prendra les questions à la fin, une fois qu'on aura fini les présentations, mais vous pouvez les poser soit dans le chat, soit dans le petit truc questions-réponses qu'il y a sous Zoom. Et soit vous dites que vous avez une question et puis on vous ouvrira votre micro à la fin, soit vous écrivez carrément votre question, on pourra la lire comme vous préférez. Voilà. Donc on va poursuivre sur la conception de cet ouvrage. Euh, alors évidemment, comme vous l'avez compris, hein, on est sur un mode de conception-réalisation. Le DCE, on l'avait donc reçu au mois d'avril 2024 avec une première offre à remettre tout début juillet 2024, donc un temps assez limité, avec beaucoup de contraintes. Je vais rappeler un certain nombre de points qui étaient fixés dans les exigences du marché pour qu'on on comprenne bien le pourquoi du comment on en est arrivé à cette solution qu'on a proposée dans la phase offre et qui a été in fine retenue. Donc, les principales exigences concernant les travaux sous exploitation, comme a expliqué Paul, au travers d'une NESC qui définissait un nombre d'exploitations, nombre de modes d'exploitation possibles assez divers et variés. J'ai simplement résumé ça en quelques points ici. Donc, des possibilités de coupure uniquement ponctuelles, hein, limitées à des nuits en semaine sur que ce soit l'axe A41 Nord ou sur l'axe VRU. Donc, pas de possibilité de continu, d'avoir des coupures en continu, si ce n'est les deux points qui sont en dessous, c'est-à-dire la coupure totale des deux axes, à la fois 41 Nord et VRU, mais limitée à 2 week-ends maxi. Et les week-ends, c'était vendredi soir à lundi matin, 60 petites heures par week-end. Et également, entre ces 2 week-ends, on avait la possibilité, ou un peu à cheval sur les week-ends, de garder la déviation donc, du sens 1 qu'on voit ici, hein, c'est-à-dire de Lyon vers Annecy, donc ce mouvement-là, de le faire basculer via la gare de péage, et puis traverser la VRU, revenir sur la VRU ici, et reprendre la nouvelle bretelle qui avait été faite dans le cadre du raménagement de l'échangeur du nœud de Chambéry, comme a dit Mickaël. Voilà, donc ça, c'était les possibilités qui nous étaient offertes. Il y avait un certain nombre d'exigences techniques aussi qui nous étaient fixées dans le dossier. Tout d'abord, de maintenir la hauteur libre minimale qu'on avait entre la chaussée de la VRU et la sous-face du tablier existant. On avait 5,35, il fallait conserver à minima cette hauteur. Concevoir aussi un ouvrage sans joint de chaussée. On voit que le joint de chaussée actuel, là, précédent, il était quand même assez dégradé et on sait que c'est toujours des éléments qui posent beaucoup de problèmes dans la maintenance des ouvrages. Donc, l'option, c'était de faire une conception semi-intégrale du tablier pour ne pas avoir de joint de chaussée. Demande aussi assez contraignante qui était d'avoir un tablier unique. Comme ça a été dit jusque-là, les tabliers existants, c'était 2 tabliers séparés avec un vide, hein, tel qu'on le voit ici, là. Et donc de plus avoir in fine ce vide entre ces 2 tabliers, et non plus pas de joint longitudinal, mais un clavage béton. Pourquoi ça? Pour avoir une possibilité d'affectation différente des voies par rapport à la mise en service pour des travaux futurs et pouvoir basculer 4 voies complètement d'un côté, 2 voies dans un sens, 2 voies dans l'autre, pour pouvoir faire des travaux, par exemple, sur une rive d'ouvrage avec plus d'espace que si on avait un dispositif de retenue fixe et pas déplaçable compte tenu d'un joint qu'on aurait eu entre les 2 tabliers. Un objectif également de tenue au feu du tablier, principalement vis-à-vis d'un feu sur la VRU, donc en sous-face du tablier, avec un objectif d'assurer un non-effondrement de l'ouvrage sur une durée de feu de 30 minutes. La tenue de l'ouvrage au séisme, ça a déjà été évoqué. Et je précise là que c'est avec le niveau de séisme d'un ouvrage neuf, sachant qu'il y avait quand même des parties que l'on pouvait conserver, c'est-à-dire les appuis existants, culés et la pile, euh, qui était évidemment un peu difficile dans le temps qui nous était imparti de remplacer totalement.
Alors, le choix qui a été fait pour minimiser en fait les travaux à réaliser pendant la coupure totale des deux axes, hein, puisque, comme ça a été dit, c'était vraiment très restreint de faire cette opération en seulement ce qui nous était possible 2 week-ends de 60 heures. Préfabrication au plus possible d'un tablier avec l'ensemble de ses équipements. On a retenu aussi de transporter les tabliers par chariot automoteur, à la fois pour la dépose des tabliers existants, mais pour la repose aussi des tabliers neufs. Tout simplement parce que quand on a commencé à réfléchir à une solution de démolition en place, on s'est vite aperçu que les temps étaient beaucoup trop élevés et qu'il nous restait plus suffisamment de latitude pour aller reposer un nouveau tablier. Limitation aussi des impacts sur les appuis existants. Donc ça, c'est au travers de la conception qu'on a pu faire, qu'on va développer pour ne pas avoir ou le moins possible de travaux, en tout cas pendant l'opération de 60 heures chrono sur ces appuis existants. Et in fine, on est arrivé à la conclusion que il y avait qu'un week-end de coupure totale qu'il fallait utiliser et pas les deux, parce que utiliser les deux n'offrait quasiment pas de plus-value en termes de sécurité vis-à-vis de l'heure de remise en circulation en fin de week-end. Ça, c'est en raison de la présence du pays 3005 qu'on a à côté, qui lui est conservé et qui empêche, comme on voit bien sur la photo, empêche l'accès par le nord ici. Et finalement, on était obligé, pour pouvoir déposer les tabliers et en reposer, d'accéder uniquement par ce côté-là, le côté sud. Et donc finalement, une fois qu'on a déposé le premier tablier, forcément, il faut venir déposer le deuxième avant de pouvoir reposer le premier. Et une fois qu'on a reposé celui du fond, finalement, il ne reste plus que celui-ci à reposer. Donc ça nous a paru plus judicieux de tout faire rentrer dans un seul week-end. Donc, si on se concentre maintenant un peu plus sur le tablier qu'on a conçu, c'est un tablier mixte, donc pour remplacer un pont à nervure précontrainte. 4 bipoutres juxtaposées et sans entretoisement intermédiaire entre chaque bipoutre pour limiter les opérations, surtout de raboutage qui auraient été nécessaires, puisqu'on a préfabriqué donc deux demi-tabliers, un tablier sud, un tablier nord, qui intégraient directement donc l'étanchéité bitumineuse, les dispositifs de retenue, etc. Enfin, le maximum d'éléments qui peuvent être déjà mis en place pour la pose des tabliers. Ces poutres métalliques, comme on voit ici, on les a alignées sur les nervures qui sont dessinées en pointillés bleus. Ici, on voit la trace du tablier existant. Donc, pour rester vraiment au plus possible des points d'appui du tablier existant, de sorte à éviter des renforts sur les appuis. Pour ce qui est du clavage longitudinal du ordi, il s'est fait donc pendant l'opération coup de poing du week-end, avec une réservation et des attentes qui avaient été laissées. Et là, on voit sur cette photo donc le bétonnage qui est en cours après pose des deux tabliers. Voilà, donc ça a été un point particulier de cette opération et qui a conduit à un peu plus de temps que si évidemment on avait pu garder un joint entre les deux tabliers, et qui était une forte contrainte pour l'opération du week-end. Pour ce qui est de la travure, on a choisi de conserver la travure de l'existant en se mettant au plus proche, donc encore une fois, des axes, des lignes d'appui. Alors on a réaligné un petit peu sur culée, puisque sur le tablier existant, les points d'appui étaient un petit peu en avant par rapport à l'axe des poteaux de culée, ce qui fait que nous, on a souhaité réaligner pour limiter les efforts dans ces poteaux de culée. On a un tablier mixte à la place d'un tablier béton, donc on a un tablier qui est un peu plus léger que les existants, et ce qui nous a évité tout renforcement de fondation au niveau à la fois des pieux des culées et des pieux des piles. Alors, quelques mots sur la conception semi-intégrale, qui elle aussi est une particularité qui a généré quand même pas mal d'interrogations par rapport au fait qu'on était sur un tablier qu'on devait au maximum préfabriquer.
Donc, on a choisi de faire la forme de la boue que vous voyez ici, enfin, vraiment guidée selon les recommandations de l'OFRU suisse. Euh, donc là, rien de très particulier. En revanche, la question s'est posée assez rapidement de savoir jusqu'où on était capable d'aller préfabriquer cette partie-là, sachant que donc, dans cette conception semi-intégrale, on a continuité entre le ourdi du tablier et donc la dalle de transition en elle-même avec simplement ce joint partiel ici. Donc, il a été décidé de générer cette amorce et de construire cette amorce préfabriquée en même temps donc, que le ourdi. Et on l'a arrêté jusqu'à la fin de l'étanchéité, en fait, puisqu'on doit prolonger l'étanchéité sur la première partie de dalle de transition. À partir du moment où elle est suffisamment profonde, on ne met plus d'étanchéité. On ne pouvait pas préfabriquer la totalité parce que déjà géométriquement, ça faisait quand même des rallonges assez importantes au pont qui étaient déjà, vous allez le voir après, dans des zones pour le faire, pour le transport qui était vraiment très contrainte. Donc on était un peu coincé en termes de longueur. Et puis on a également, si on avait eu des éléments très longs comme ça, un porte-à-faux qui devenait quand même assez conséquent et qu'on ne savait pas simplement retenir, on va dire, et équilibrer. Euh, donc, ce qui nous a conduit en fait à concevoir des éléments de dalle préfabriqués qui ont été, eux, posés pendant le week-end d'opération coup de poing et clavés en place, comme on voit ici sur la photo, mais qui est une opération qui était assez longue, in fine. On a choisi de conserver les chevettes de culée, mais il a fallu les adapter. Au niveau des culées, bien sûr, pour la conception semi-intégrale, il a fallu démonter complètement et démolir les dalles de transition et scier les garde-graves à la base et les enlever aussi en totalité, avec les petits murs en retour qu'on avait également. Pour ce qui est des chevêtres en eux-mêmes, ceux-ci étaient assez dégradés, surtout par la migration des chlorures et via le joint de chaussée, puisqu'il était absolument pas étanche. Et donc, on voit bien ici en face avant du chevêtre des fissures et des produits de corrosion avec des traces d'oxyde assez importantes ici. Donc, l'ensemble de ces éléments ont été purgés et puis un nouveau béton qui a été coulé avec les renforcements d'acier qui allaient bien. Également, ce qu'on peut constater là sur cette photo, c'est que c'est une conception qui commence à dater. On a dit que l'ouvrage avait 50 ans à l'époque, avait 50 ans aujourd'hui, pardon. Et donc à l'époque, on avait malheureusement pas beaucoup l'habitude de mettre des espaces suffisants là pour pouvoir à la fois entretenir l'ouvrage correctement, vériner facilement, etc. Donc il y avait quelques centimètres entre sous-face de poutre et dessus de chevêtre. Et voilà, l'intérêt de remplacer le tablier, c'était aussi d'améliorer ces éléments-là. Et donc c'est passé sur culée par la réduction de la hauteur de charpente pour pouvoir dégager un espace suffisant sans changer le niveau du dessus du chevêtre et loger les appareils d'appui avec des points de vérinage convenables. Pour ce qui est de la pile, on a fait un petit peu le choix inverse par rapport à la culée, c'est-à-dire qu'on a décidé de scier les têtes de pile, à la fois pour permettre d'asseoir correctement, c'est ce qu'on voit ici, hein, l'appareil d'appui unique hein, qui reprend les deux poutres, et les points de vérinage qui sont, eux, logés sous les poutres. Donc, ça nous a permis de mettre le ferraillage qui allait bien. Et ces éléments préfa ont été scellés sur les têtes de pile existantes pendant l'opération de week-end. Et ça nous a aussi permis en fait d'abaisser les têtes de pile. Donc, à l'origine, les têtes de pile étaient vraiment très très proches de la sous-face comme circulée, hein, de la sous-face des poutres. Et donc, on a dégagé là aussi un espace de 40 cm minimum là, pour assurer la maintenance. Voilà, je laisse la parole à Rélès qui va maintenant détailler quelques éléments plus calculatoires, on va dire, sur l'opération. Oui, alors bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous expliquer un petit peu brièvement, mais j'espère clairement, deux aspects de la conception qui sont
les aspects attachés à la résistance parasismique de l'ouvrage et puis la résistance au feu. Alors, comme cela a été dit, nous devions, enfin bon, je rappelle juste que Chambéry se situe en zone de sismicité moyenne, donc zone 4, que l'ouvrage est de catégorie d'importance 3 et que nous devions respecter une accélération sismique de référence égale à 100% de celle qu'on exige pour un ouvrage neuf. C'est vraiment une contrainte importante parce que nous souhaitions conserver les appuis, tous les appuis, et puis évidemment, pour des questions évidentes de temps de travaux et puis d'économie, minimiser toute intervention de renforcement sur ces derniers. Donc voilà, ça c'est vraiment important à savoir. Après, le sol, in fine, était de classe C. Le tablier repose sur des néoprènes frétés sur toutes les lignes d'appui, sachant que pour préserver la pile centrale qui était conservée, pour la préserver de toute action horizontale hors frottement, et ben, les appareils d'appui sur cette pile sont glissants, néoprènes glissants. Et donc, tous les efforts horizontaux sont reportés sur les culées. Voilà, sur les culées uniquement à travers, on va le voir, des appareils d'appui néoprène à élastomère frété un peu particuliers. Alors, comme l'ouvrage est intégral, semi-intégral, pardon, comme le demandait le programme, nous le voyons bloqué horizontalement dans le sol. Donc, nous avons mis à contribution la participation du sol, nous l'avons mobilisée pour la reprise des efforts sismiques provenant du tablier. Via, comme je disais, sa conception semi-intégrale, il est bloqué dans le sol. Ensuite, nous avons vu que les culées qui reprennent donc les efforts sismiques sont constituées de doubles rangées de pieux. Les pieux ont une quinzaine de mètres de long, coiffés d'une semelle. Et entre le chevêtre de la culée et la semelle, nous avons une rangée unique de colonnes qui, ça paraît évident, c'est ces colonnes-là qui sont le maillon faible, on va dire, du système de la culée. Donc, vis-à-vis des efforts horizontaux induits par le mouvement, la vibration du tablier. Donc, la solution que nous cherchions était conditionnée par la résistance limitée en flexion et au tranchant de cette rangée unique de colonnes. Et voilà, le tablier repose sur les culées à travers des élastomères frétés, donc qui sont des organes dissipateurs d'énergie. Donc, nous avons mené une analyse spectrale avec spectre élastique. Nous avons testé une analyse multimodale et puis nous avons conclu qu'une simple analyse monomodale était tout à fait convenable et représentative de ce qui se passait. Donc, quelles sont les actions sismiques? En termes de sollicitation, nous avons évidemment l'effet inertiel du tablier dont la masse vibrante se voit amplifiée par le spectre potentiellement. Après, l'effet inertiel des chevêtres qui sont affleurants, donc un peu au sol, et puis toutes les poussées dynamiques sur les colonnes, sur les chevêtres, évidemment aussi sur les abouts du tablier, puisque c'est les abouts du tablier, la retombée béton qui est attachée au tablier, qui fait office de garde-grève et qui est donc inséré dans le sol. En termes de résistance mobilisable pour équilibrer les efforts sismiques inertiels du tablier, nous avons évidemment les efforts horizontaux rendus par les appareils d'appui à l'interface avec les culées, les néoprènes, alors les dalles de frottement, comme cela a été déjà dit, les dalles de transition, pardon, sont solidaires du tablier, donc lorsque le tablier veut bouger, celles-ci, par frottement, vont s'opposer au mouvement et donc nous rendre un frottement, une résistance en termes de frottement. Le remblai autoroutier a un beau coefficient de frottement interne, donc c'était intéressant à mobiliser, et aussi nous pouvons mobiliser une butée à une extrémité du tablier. Imaginons que le tablier veut se déplacer sur la gauche, et le tablier va buter contre le sol à gauche. Et par contre, cette butée, il faut lui retrancher la poussée qui se produit à l'extrémité opposée. Donc, nous avons une sorte de butée nette, sachant qu'en plus, le ROCODE 8.5 nous force à plafonner à 30% de sa valeur théorique la butée mobilisable à la fin des fins.
Nous avons évalué la capacité maximale du sol en direction longitudinale à 1275 kN, dont seulement 15% de butée et 85% de frottement au niveau des dalles de transition. Voilà, donc à signaler aussi que d'un point de vue calculatoire, on peut considérer que le sol constitue une butée de sécurité longitudinalement. Ensuite, une fois qu'on a dit que le tablier repose sur des appareils d'appui dissipateurs élastomères frettés, nous cherchions évidemment, toutes choses égales par ailleurs, à maximiser l'amortissement de ces organes de liaison tablier-éculé. Nous sommes au début orientés vers des appareils d'appui type LRB, donc un noyau de plomb, comme ceci. Donc, c'est des appareils cylindriques à néoprène élastomère fretté avec un noyau de plomb, mais ils se sont avérés beaucoup trop raides en service. Leur loi de comportement ressemble à ceci. Et pour arriver à mobiliser la souplesse du néoprène, il faut avoir franchi le seuil de plastification du noyau de plomb, ce qui c'est incompatible avec un fonctionnement en service. La longueur de la table de cet ouvrage est suffisamment importante pour poser problème. Nous plastifions le noyau, c'était pas compatible avec notre ouvrage. Donc, ce bel amortissement très important nous a échappé et nous nous sommes orientés vers un autre type d'appareil d'appui élastomère fretté, mais dont l'amortissement élevé jusqu'à environ 15-16%, tient à la composition de l'élastomère. Donc, il est pareil, cylindrique, il est fixé, attaché aux deux extrémités, en haut au tablier, en bas au bossage d'appui. Et sous sollicitation sismique et en service, il a un comportement équivalent tout à fait intéressant voilà, pour notre configuration. Donc, une fois qu'on a choisi ce type d'appareil d'appui et que nous savons que son amortissement minimal peut être de l'ordre de 15%, nous exigeons ceci. Et nous avons donc fait l'analyse sismique pour déterminer quelle pouvait être la raideur maximale admissible, parce que l'idée, c'est de conserver ces colonnes en l'état et de ne pas les sursolliciter et les préserver. Donc, ici à gauche, nous voyons tout l'intérêt d'utiliser des stages DRB, puisque l'amortissement, disons, normal des appareils d'appui élastomère fretté classique, on va dire, c'est de l'ordre de 5%. On contracte le spectre avec le 15%, et c'est vraiment très intéressant. Le palier passe de plus de 7 mètres par seconde carré à autour de 5 mètres par seconde carré. Et donc ici à droite, si vous voulez, je vous explique un peu le cheminement intellectuel, on va dire, qui nous a conduit au raisonnement final pour arriver à trouver l'équilibre. C'est qu'on s'est imaginé le tablier en train de vibrer dans le sol. Au début, comme c'est une structure bloquée dans le sol, sa période va a priori être assez faible. Nous sommes au palier, sauf que l'accélération est très élevée. On a vu de l'ordre de 5 mètres par seconde carré. Le déplacement est très faible. Et comme le sol est beaucoup plus raide à ce moment-là que les élastomères, eh bien, le sol va devoir reprendre la totalité presque de l'action sismique, mais elle est beaucoup trop élevée par rapport à la capacité du sol. Donc, ce n'est pas ici que se produit l'équilibre. L'équilibre va forcément, le système va devoir s'assouplir et l'équilibre va se produire nettement plus bas. Donc, on peut par itération trouver la bonne accélération qui est de l'ordre de 2 mètres par seconde carré, ou bien on peut inverser le spectre, l'exprimer en termes de déplacement et trouver mathématiquement, on va dire, la solution. La solution se trouve dans notre cas pour un déplacement sismique de l'ordre de 55 mm. Donc, avec ce déplacement sismique, le sol participe à hauteur de sa capacité et les appareils d'appui bien reprennent un effort qui est compatible avec la résistance des colonnes. Voilà pour la partie sismique. Ensuite, nous avons dû aussi assurer dans la conception une bonne tenue au feu pendant 30 minutes sous feu normalisé. Au bout de 30 minutes de feu normalisé, nous sommes déjà légèrement au-dessus de 800 degrés. Donc, c'est déjà pas mal. Alors, une hypothèse très importante, c'est que le feu, dans notre cas, est un feu localisé. C'est-à-dire que l'augmentation forte de température ne va pas être généralisée pour tout le tablier, mais aux environs d'une section singulière, tantôt sur pile ou en travée. Donc, nous avons procédé avec les données du guide du CEREMA, nous avons pu identifier pour chaque épaisseur de tôle de notre répartition matière quelle était au bout de 30 minutes de feu normalisé la montée en température.
Et avec l'Eurocode 3 partie 1.2, nous étions capables de dégrader les caractéristiques mécaniques des tôles pour évaluer la résistance, on va dire, à chaud. Alors, c'est bien le feu qui a dimensionné l'épaisseur des âmes, qui est assez importante dans notre cas, 25 mm. Et donc, voilà, on peut dire aussi que la dalle a une très faible vulnérabilité au feu normalisé pendant 30 minutes, donc ce n'était pas vraiment un sujet, c'était vraiment la charpente. Alors, comment on a procédé? Initialement, nous avons mené une analyse, on va dire, avec les efforts ELSQP à froid pour s'approcher d'une idée des efforts ELU accidentels en conditions de feu, donc sans redistribution, comme si la raideur de l'ouvrage restait intacte. Alors, on voit déjà, bon, au tranchant, ça se passait déjà bien parce qu'on a dimensionné les âmes pour. Et en flexion, nous avions quand même ici quelques petits déficits a priori sur pile. Donc, nous avons doublé cette analyse de deux autres analyses. L'une en supposant le feu localisé sur pile avec redistribution. Alors, l'hypothèse, elle est un peu brutale parce qu'on se doute qu'il n'y aura pas une rotule parfaite, mais on a imaginé à l'extrême une rotule parfaite sur pile. Donc, une redistribution, les deux travées fonctionneraient en isostatique et la pile ne ferait que transmettre un tranchant. Donc, son tranchant a été vérifié à chaud et ça marche bien. Et puis, en travée, le supplément de moment est tout à fait admissible. Voilà, nous avons vérifié la distribution d'efforts restait tout à fait admissible. Et pareil, et scénario numéro 2, feu localisé en travée. Donc, c'est la travée qui va s'assouplir, la mi-travée va devenir une rotule parfaite dans notre hypothèse. Et donc, il va y avoir un report de tranchant et de flexion sur la pile. Mais comme on peut le voir ici, la nouvelle courbe d'effort est tout à fait enveloppée par le LU STR, on va dire classique, et tout va bien. Donc, je crois que j'ai fini pour ma partie. Merci, Vanessa. On va passer donc aux méthodes de réalisation avec, je vais faire ça, à qui je vais donner le contrôle. Merci Jean-Michel. Ouais. Du coup, l'entreprise, ou du moins le groupement désigné pour la réalisation des travaux avait pour mandataire l'entreprise Bouygues Travaux Publics Région France, plus précisément l'agence de Lyon, dans les équipes de Pierre Richard. Et nous avons été engagés dans ce grand défi éventuel avec notre business unit métal et bois que nous avons en interne, mais surtout en étude d'exécution par Cogessi avec les équipes de Johannes Resselet et notre DT, Bouygues, bien sûr, dans les équipes de Laurent Ricard. Ça prend du temps à avancer. Ça y est. Donc, étant donné qu'on était sur la charpente, on a enchaîné. Du coup, afin de réaliser les travaux, nous avons fait le choix, voilà, d'avoir, on va dire, un assemblage de charpentes plutôt en usine. Les charpentes est arrivée sur site, ayant d'abord été préalablement assemblées et fabriquées naturellement selon les différentes préconisations techniques en usine au Portugal. Et nos équipes ont fait tout ce qui était assemblage sur site. Et la charpente a été calée à hauteur, comme on peut voir sur les différentes images. Elles sont arrivées en demi-tronçon via des convois routiers posés sur les paliers provisoires sur un terrain de préfabrication et ainsi avec une soudure sur site pour nous permettre, voilà, d'avoir les quadripôtres qui forment les deux ensembles de tabliers. Dans les soudages, le séquençage des soudures pour la continuité et limiter les déformations et ainsi le retrait thermique, respecter les procédés 135, 138 conformément aux exigences du fascicule. Et aussi, on a eu, étant donné que l'objectif était de reproduire les quadripôtres dans un comportement assez proche de leur état de service, tout le positionnement ou le calage de la charpente s'est fait vraiment avec des niveaux de précision élevés. Comme je disais, donc, le niveau de précision a été élevé et donc il a fallu reproduire le profil théorique étudié de charpente afin de vraiment imaginer que la charpente préfabriquée, chargée
avec son audit béton puisse avoir le profil le plus proche possible de son état de fonctionnement. Ça faisait vraiment partie des contraintes que nous avions en phase de réalisation. Donc, on peut voir à l'écran, ici, ça c'est le profil de fabrication finalement qui était un peu le profil en long plus la contrefait et calcul. Et on peut voir sur l'écran la charpente métallique avec des appuis provisoires intermédiaires. Et ces appuis provisoires intermédiaires nous permettaient justement d'avoir ce profil en long de fabrication déjà au niveau de la plateforme. L'ouvrage, comme l'a précisé Jean-Michel plus haut, c'est un ouvrage semi-intégral. La difficulté ou l'un des gros sujets qu'on a dans cette particularité d'ouvrage-là, c'est de pouvoir déjà construire l'amorce de transition reliée au tablier. Ça, dans un cadre où l'ouvrage il est construit en place, c'est déjà un défi, mais en plus, lorsqu'il faut préfabriquer l'ouvrage, le déplacer derrière, ça reste un gros challenge. Donc, nous avons fait le choix de préfabriquer certains éléments du coup de la boue, du semi-intégral, afin de nous créer, ou plutôt de faciliter finalement la réalisation du tablier qui soit relié avec l'amorce de dalle de transition. On peut voir ici les éléments, les différentes pièces avec le phasage. Donc, on a fait une sorte de faux coffrage, posé la pièce préfa, bétonnée, et derrière, réaliser le joint sec et venu bétonner finalement la boue qui devait servir d'amorce de dalle de transition. Donc également, le profil de préfabrication, comme je disais, que ce soit le profil en long ou le profil en travers, l'objectif, c'était d'avoir un profil qui soit le plus proche possible finalement de l'ouvrage dans son état de fonctionnement. Et donc, nous avons été obligés, voilà, de caler l'ouvrage vraiment au millimètre, tant au niveau de la préfabrication que s'assurer on va dire, de limiter les efforts parasites pendant le transport. En termes de travaux, on parlait tantôt d'étanchéité. Afin également de rentrer dans le planning de l'opération coup de poing, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été anticipés, et notamment le complexe d'étanchéité. On a la particularité sur nos deux ouvrages d'avoir deux complexes d'étanchéité qui cohabitent. Il s'agit notamment d'un complexe type primaire, feuilles préfabriquées et asphalte gravillonné. Ça, c'est sur la section courante de l'ouvrage, là où on a des épaisseurs d'enrobé qui sont pas à hauteur de ce qu'on a l'habitude de voir, notamment 7 et plus. Et au niveau des abouts, des dalles de transition, là, on est plutôt sur un complexe type FPM qu'on peut voir ici à l'écran. Donc, tous ces éléments ont été faits en amont sur la zone de préfabrication avant le week-end fatidique qui consistait au remplacement des ouvrages. Dans le cadre de l'opération, il y a eu également énormément de pièces préfabriquées. Au total, on a eu 30 pièces qui ont été préfabriquées, 30 pièces assez uniques. Il y avait très peu de pièces qui se ressemblaient. Il s'agissait notamment des dalles de transition qui devaient permettre, voilà, à terme de représenter les dalles de transition. Mais il s'agissait également des sommets de piles. Afin de créer justement la garde de 40 cm, comme évoqué précédemment, il était nécessaire de faire des ajustements au niveau des têtes de pile. Il a fallu couper les têtes de pile, positionner des sommiers afin de reconfigurer d'ailleurs les points d'appui au niveau des piles. Et ça, c'était des éléments préfabriqués qui avaient été faits préalablement. L'autre élément important, c'est utilisant ou du moins réalisant des pièces préfabriquées. Et dans la contrainte de temps de l'opération coup de poing, nous avons utilisé pas mal de mortiers à prise rapide, que ce soit pour le calage ou pour le scellement des éléments. Un paramètre important dans le choix de la méthodologie de dépose ou de repose, Jean-Michel l'a évoqué, c'est finalement par rapport au pays 3004, nous avons un ouvrage pays 3005 qui se situe au nord, qui, de par sa présence, limitait finalement la méthodologie que nous avions. On a fait le choix de préfabriquer du coup les ouvrages sur un terrain qui se situait, comme on peut voir à l'écran, à proximité des voies SNCF
Et on peut voir d'ailleurs le gabarit des ouvrages sur le terrain. Et ça rentre assez justement. Et on a fait le choix donc de préfabriquer les tabliers sur ce terrain-là. Et on peut voir l'itinéraire d'amener des tabliers ici jusqu'à la zone de pause. Et cet itinéraire a servi à la fois à mener les tabliers anciens, mais surtout aussi à évacuer les tabliers existants. Au niveau du choix donc, de la manutention des ouvrages, que ce soit le transport des tabliers neufs ou anciens, deux choix se sont proposés à nous. On avait le choix entre transporter le tablier à 1,50 m de haut et utiliser les systèmes de vérinage, comme on peut voir ici à l'écran, à l'image à gauche, ou alors transporter les ouvrages à hauteur définitive, comme on peut voir ici à droite. Donc, la solution finalement que nous avons retenue, c'était au vu des différentes contraintes, de l'accès, des trajets, nous avons fait le choix finalement de transporter les ouvrages à hauteur définitive pour s'affranchir des étapes de vérinage, des étapes de vérinage intermédiaires. Et dans les grosses contraintes dans le transport des ouvrages de ce type, déjà, il faut savoir que le projet a mobilisé 4 ensembles de chariots automoteurs. Quand on dit 4 ensembles, c'est nous avions au total 2 ensembles par tablier. Et par tablier, il faut entendre 2 tabliers neufs que nous avons préfabriqués et 2 tabliers anciens que nous avons également préfabriqués. L'une des contraintes majeures, c'était de pouvoir trouver une cohérence entre les points d'appui du tablier existant qui soient concordants avec les points également de prise en charge des tabliers existants. Ça a nécessité d'ailleurs beaucoup de technicité et d'ingénierie, mais finalement, nous avons réussi à converger vers quelque chose qui soit assez cohérent et stable. Notamment, on peut voir à l'écran ici, ça représente le groupage des chariots automoteurs. Quand je dis groupage, c'est vraiment la liaison hydraulique qui permet d'avoir la prise en charge des tabliers et surtout un transport en limitant le maximum des effets parasites qui sont dus à la géométrie de la route, les pentes et tout ce qui peut en résulter. Donc, l'objectif de notre configuration, c'était d'avoir finalement un centre de gravité du colis qui soit assez proche du centre du triangle de suspension de prise en charge des ouvrages. Ça a nécessité, voilà, un certain nombre d'études et d'itérations pour finalement conduire à cette solution-là. Donc, ensuite, on va passer à tout ce qui est déroulé des travaux de remplacement. Donc, l'opération est particulière en ce sens que le timing, comme on l'a dit, a été assez serré pour une consultation lancée en avril 2024. On se retrouve finalement à avoir un ouvrage en octobre 2025. Donc, vous pouvez voir ici à l'écran un planning synthétique de finalement, dès le moment de l'attribution au 14 décembre, comment l'opération s'est déroulée. On a eu du coup des études de conception qui ont été très denses entre décembre et le mois de mars. Qui ont été en parallèle également des études de charpente métallique pour une commande des matières en fin février. Les études de fabrication, c'est plus lié aux méthodologies qui se sont déroulées ensuite de février à mars. Et finalement, les études d'exécution qui ont couru du mois de janvier plus densément jusqu'au mois d'août. Et après septembre pour tout ce qui était, on va dire, éléments accessoires. Par contre, les travaux d'exécution se sont véritablement déroulés de juin à septembre ou à octobre, au démarrage de l'ECP. Les travaux qui ont été faits au mois d'avril et mai sont, on va dire, des travaux préparatoires d'installation. Donc, on vous propose par la suite de visionner un film qui retrace un peu, on va dire, l'opération selon le planning présenté. Donc là, je me permets de lancer le film et on verra les réactions derrière. Jean-Michel, s'il te plaît, tu peux lancer. Ouais, je prends la main.
Donc là, on assiste à la préfabrication des ouvrages sur l'ère de préfabrication. Là, nous sommes dans la préparation de tout ce qui est travaux liés à l'opération coup de poing. Le jour fatidique. Merci Jean-Michel. Ok. Donc, préalablement, du coup, à l'opération coup de poing, il y a un certain nombre de travaux qui ont été menés. Ça a été notamment la désolidarisation des deux demi ou des deux tabliers qui constituent finalement le pays 3004. Ça a été, comme évoqué par Jean-Michel tout à l'heure, on a précisé également les murs des gardes des greffes et tout ce qui était mur autour pour pouvoir dégager, on va dire, les dalles de transition et reconfigurer les culées. Ça a été la démolition anticipée des dalles de transition juste avant la date fatidique et la remise en circulation sur un tapis provisoire. Et derrière, ça a été tous les aménagements que ce soit les itinéraires de transport et tous les itinéraires de déviation nécessaires finalement au week-end fatidique. Donc là, je vais rebalancer finalement le déroulé de l'OCP, mais cette fois-là en se focalisant sur les grandes phases. Ça a été notamment, on peut voir l'opération 60 heures chrono. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le 60 heures chrono, ça représente à la fois la mobilisation de tout ce qui est balisage nécessaire à l'opération coup de poing l'opération coup de poing en elle-même qui a duré finalement 55 heures. Donc, le top départ a été donné le 3 octobre aux environs de 19 heures, où entre H0 et H3, on a le déplacement des tabliers. Ça a été l'acheminement des tabliers depuis l'aire de préfabrication qui est présenté plus haut jusqu'à la zone de pose. On peut voir à l'écran que la marge de manœuvre à proximité des bâtiments se mesure presque au mètre. Ça s'est passé. C'est passé, c'était millimétrique, centimétrique même, ça a été fait. Ensuite, plutôt dans un intervalle de temps H3, H13, ça a été coupure d'exploitation sur la A41 et sur la VRU. Ça a été tous les travaux de désolidarisation des deux tabliers anciens, notamment les tabliers à remplacer. C'est du gros terrassement. En très très peu de temps, finalement, désolidariser complètement l'ouvrage sur tous les abouts, parce qu'on a fait le choix d'évacuer les tabliers sans forcément fait du rabotage sur du tablier. On a surtout désolidarisé les abouts et transporté les tabliers en l'état. Comme on peut voir, les structures des chariots automoteurs sont en place et là, on a donc la sortie du deuxième tablier qui se fait à H13 le samedi matin. Et on voit ici à l'écran les abouts qui sont bien désolidarisés. Et le pays 3005 à proximité qui est en exploitation. Entre H13 et du coup H21, ça c'est tous les travaux de modification des appuis. Quand je dis modification, il faut comprendre qu'il y avait déjà des travaux préalables qui avaient été faits, notamment on peut voir le sciage ici du garde-greffe qu'on a eu à tomber dans l'étape précédente. On a l'hydrodémolition de tous les bétons
également pollués qui n'ont pas pu être faits en étape anticipée. On a le sciage et le sciage des têtes de pile et la pose des nouveaux sommiers qui reconfigurent finalement les points d'appui de l'ouvrage. Entre H21 et H26, on a l'amener et la pose des nouveaux tabliers. Les nouveaux tabliers ont été posés provisoirement sur des verrons avant de procéder derrière, afin de procéder à la réalisation des bossages, comme vous pouvez le voir à l'écran, des bossages définitifs et assurer le transfert du charge en toute sécurité, en limitant surtout les déformations parasites. Par la suite, il a fallu poser les dalles de transition, ou du moins reconstituer la dalle de transition intégralement. Ça, c'était la pose des pièces qu'on avait préfabriquées initialement, mais surtout s'assurer que, comme on peut voir à l'écran, les pièces préfa et le tablier s'emboîtent parfaitement. Donc forcément, ça a nécessité de fabriquer des gabarits de préfabrication, mais voilà, c'était nécessaire afin de compléter la réalisation des dalles de transition. Le clavage, pareil, durant l'opération, ça a déjà été dit, mais durant l'opération, il y a eu une opération finalement de ferraillage de la zone du clavage et de bétonnage de ce clavage-là. Donc, nous a conduit finalement au dimanche matin. Dans la journée du coup du dimanche, il y a eu les travaux de remblai. L'ouvrage étant posé, le clavage étant réalisé, les dalles de transition étant également clavées, les bétons et les mortiers du clavage ayant atteint les résistances nécessaires, on a entamé derrière les travaux de remblai, de couche de forme et couche de réglage afin de réaliser le tapis. Donc ça, c'est entre H36 et H53, tous les travaux de terrassement et remblai qu'on a eu sur l'opération et ainsi que les travaux de mise en place ou de réalisation du tapis final. Entre du coup H53 et H59 et 45 minutes quand même, parce que malgré l'intensité des travaux, malgré la météo, on l'a vu dans la vidéo, on n'a pas été aidé par la météo. Donc malgré tous ces challenges-là, tout le monde a suffisamment donné de sa personne dans cette opération, tous les parties prenantes, afin qu'on puisse quand même restituer les voies avec 15 minutes d'avance. Donc là également, on peut voir les épreuves d'ouvrage en cours. Euh, Pareil, les épreuves d'ouvrage, c'était assez exceptionnel parce que là, on avait au total 9 cas de déchargement. Et dans la restitution, on en a pu faire que 6 dans les épreuves allégées qui ont été complétées plus tard, pas des épreuves complètes. Et donc, comme on disait, à H60, l'autoroute était libérée et l'exploitant, du coup, faisait les dernières visites pour remettre la circulation. Après, du coup, l'opération coup de poing, il a fallu s'occuper des tabliers existants. Comme je disais tantôt, les tabliers existants ont été déplacés avec des chariots automoteurs sur la zone de préfabrication, sur les appuis qui avaient déjà préalablement servi à la construction des tabliers neufs. Et c'est ainsi qu'à l'aide d'une pelle grignoteuse, on a démoli dans les ouvrages existants, comme on peut voir en image. Donc, il faut voir, c'était des poutres précontraintes. C'était des poutres précontraintes, des éléments de voussoir collés, sans ferraillage passif. Et donc, la démolition a nécessité, voilà, quand même des mesures et des moyens particuliers avec une attention très particulière aussi sur, on va dire, à la fois la voie SNCF qui se situe ici à gauche et la circulation des véhicules qui se situent à gauche et la SNCF à droite. Donc, il a fallu, voilà, prendre des mesures exceptionnelles et mettre en place un suivi comme on sait le faire afin de réaliser la déconstruction des ouvrages en toute sécurité. Et donc, finalement, aussi, après l'opération, il a fallu faire le raccordement de tout ce qui était dispositif de retenue hors ouvrage et en TPC. C'était la pose des garde-corps et l'aménagement des passerelles de visite. Ça, c'est tous les travaux donc qui ont couru entre début d'octobre et fin novembre et un peu décembre avec les intempéries. Donc, les principaux défis que nous avons rencontrés dans le chantier, mais plus spécifiquement durant
Cette opération coup de poing sont principalement la coactivité. Vous avez pu remarquer dans la vidéo, on avait une énorme mobilisation des engins du terrassement qui était surtout justifiée par la nécessité qui était surtout justifiée par le timing en fait de l'opération. Il fallait aller suffisamment vite dans un temps relativement court. La météo, avec l'utilisation des mortiers à prise rapide et forcément une certaine fluidité, la météo n'a pas beaucoup aidé. Le timing de l'opération. Et on a également, c'était d'ailleurs une contrainte pour le week-end, mais l'utilisation des mortiers à prise rapide devait quand même nécessiter un certain temps de séchage avant de pouvoir les solliciter. Donc, l'ensemble des acteurs ont été mobilisés afin de déterminer le bon séquençage et la bonne chronologie pour réaliser les travaux afin de ne pas faire plus de mal que de bien à nos ouvrages. Donc, merci de votre attention. Jean-Michel, je te laisse conclure. Merci Jefferson. Je pense qu'effectivement, on peut conclure sur cette image qui est assez représentative de toute l'opération. Comme tu l'as dit, tous les acteurs ont vraiment œuvré dans le même sens pour réussir à aboutir à vraiment une belle réalisation qui était difficile, pas gagnée d'avance. Je pense que on voit, on était en partie tous réunis là sur le tablier au moment des épreuves de chargement à la fin du week-end. C'était au milieu de la nuit, mais les nuits en fait avaient déjà commencé avant la remise de la première offre et elles se sont poursuivies et également les week-ends, euh, pas forcément officielles, mais travaillées pour un certain nombre d'entre nous pour tenir les délais sur cette opération. Ouais, donc je tiens vraiment à remercier l'ensemble des acteurs. Maître d'ouvrage à EMO, mes collègues maîtrises d'œuvre et évidemment les entreprises avec l'ensemble des personnes qui ont vraiment œuvré sur site. Merci. Merci. Voilà, donc on peut passer au temps d'échange et si vous avez des questions. Oui, merci beaucoup. Déjà, au nom de la FGC, je tenais à remercier tous les intervenants de ce webinaire hein, pour avoir enfin, vraiment joué la transparence et puis exposer toutes les méthodes et les difficultés de cette opération très, très chronométrée. Donc merci à vous. Donc effectivement, comme disait Jean-Michel, si vous avez des questions, on peut peut-être déjà, Jean-Michel, reprendre un peu les questions qu'il y a dans le chat. Je vois qu'il y avait première question sur le profil de sol et l'étude géotechnique. Je sais pas, est-ce que Oui, effectivement, ouais, ça faisait partie des éléments qui nous étaient fournis. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites préalablement avec des sondages de plusieurs missions, avec des caractérisations à la fois pour le sol vis-à-vis du séisme, mais aussi des caractéristiques géotechniques classiques, quoi. Et on va dire que la chance, entre guillemets, qu'on avait, c'est qu'on est sur une autre route quand même, donc les remblais sont de bonnes caractéristiques. Et c'est ce qu'a présenté Rélès tout à l'heure avec l'angle de frottement interne des remblais sur la hauteur des culées à 36 degrés, ce qui permettait quand même de récupérer suffisamment d'efforts au niveau du séisme. Après, le profil de sol, nous avons une bonne partie de limon sableux en partie supérieure des pieux, puis la fiche se situe dans des sables à gravier compacts. Mais voilà, donc initialement, le sol était classé classe D, mais il a été requalifié en classe C, ce qui nous a bien arrangé parce que comme ça, nous n'avons pas d'effet cinématique à considérer. Donc en fait, l'enjeu, c'est pas vraiment les pieux enfin, c'est vraiment les colonnes, comme je disais, les pieux finalement étant placés en deux rangées, ils arrivent bien à absorber par efforts normaux, enfin, et leur bras de levier, ils arrivaient bien à absorber les efforts horizontaux. C'est vraiment les colonnes qui étaient critiques ici, qui sont, elles, dans le remblai autoroutier, donc il n'y avait pas enfin, on n'avait pas vraiment de problématique de sol, quoi. est-ce que
Je peux donner la parole hein, si la personne qui a posé cette question, si c'est besoin de compléter. Euh, mais je ne sais pas trop comment il faut faire. Il y avait une autre Il question y avait, sur les types ouais, de sur mesures les mesures d'exploitation. d'exploitation. Donc, effectivement, il y a eu des études Je peux de flux répondre là-dessus routiers. peut-être, ouais. Ouais, vas-y, Michael. Donc effectivement, oui, on a réalisé une modélisation de trafic. On a passé une commande à un prestataire spécialisé. Donc on a réalisé des comptages complémentaires dans le secteur sur les voiries pour lesquelles on n'avait pas de données trafic au printemps 2024. Et on a donc réalisé une modélisation avec des écoulements de trafic prévisionnels, avec le modèle de déplacement de l'Ouest savoyard qui est sur l'ensemble du périmètre qui nous concernait. Voilà, donc ça nous a été bien utile. Alors non pas tant pour les modes d'exploitation de la VRU et de l'autoroute, puisque là on savait quand même bien quels étaient les enjeux et quels étaient les impacts. Donc on avait déjà bien identifié qu'il fallait optimiser à ce niveau-là. Ça nous a surtout aidé pour identifier de manière plus fine et précise et en concertation aussi, il y avait une concertation sous l'égide de la préfecture avec tous les gestionnaires de voirie et les autres services associés. Et donc ça nous a permis de consolider notamment les déviations locales. Et puis on avait également mis en place d'ailleurs des plans de gestion de trafic qu'on appelle grande maille, avec des déviations, par exemple, pour ceux qui venaient de la Suisse ou du secteur d'Annecy, des déviations par la 40 à 42, voire par le sud, puisqu'on était aussi dans une phase où le tunnel du Mont Blanc était fermé. Donc pour les poids lourds, il y avait aussi possibilité de passer par A41 Sud et A48. Donc voilà, c'est un sujet qui a été vraiment étudié dans le détail et on a poussé assez loin, y compris les modélisations de trafic. Ces modélisations, on les a faites sur les deux modes d'exploitation les plus contraignants, avec les deux axes coupés et avec la déviation du sens 1 de l'autoroute A41 Nord par le péage, comme l'a expliqué Jean-Michel. Mais en définitive, le mode opératoire retenu a fait qu'on n'a pas eu à utiliser le mode d'exploitation avec la déviation. On avait mis un maximum de 4 semaines. La déviation pendant 4 semaines de l'autoroute A41 Nord, sens 1 par le péage. En définitive, il n'y a pas eu du tout de cette déviation-là, sauf de manière très ponctuelle lors des nuits, mais pas sur des semaines comme ça avait été indiqué dans la notice d'exploitation sous chantier. Voilà, pour répondre à la question. J'espère avoir répondu précisément. Je pense que oui, merci. Il y avait une question, alors je ne sais pas si une question c'était sur, peut-être sur le type de béton, je vois C3545 avec accélérateur de prise. Je ne sais pas s'il y a besoin de compléter. Donc je crois que vous avez utilisé des bétons prise rapide. Il y a des études particulières qui ont été faites ou c'est quoi comme type de béton? Je ne sais pas si on peut préciser, parce que ça a l'air d'être un des enjeux aussi de l'opération, d'avoir, vu qu'il y avait quand même beaucoup de bétonnage sur une durée très courte. Oui, oui, tout à fait. Nous avons, avec notre fournisseur Vika, nous avons procédé à des études, d'ailleurs, qui avaient un temps finalement de prise assez rapide. Finalement, c'est une formule C35-45 avec un certain nombre d'adjoints, notamment un accélérateur de prise dosé à 5%, 4%, pardon, qui a été retenu. En complément, nous avons utilisé des mortiers type Pagel, du V2 dans l'opération, enfin notamment au niveau du clavage et dalles de transition, pour avoir des montants en résistance suffisantes pour faire des remblais dans les temps impartis. Donc, il y a eu un mixte entre des formulations béton classiques et l'utilisation de mortiers spécifiques. Et j'ai une question complémentaire. Moi, il y a la prise du béton et par rapport à l'étanchéité qui a été réalisée sur, je crois qu'il y a peut-être des étanchéités qui ont été réalisées sur des bétons enfin, jeunes au final. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a des précautions particulières qui ont été prises ou comment vous avez traité ce sujet? Finalement, la zone où il y aurait eu besoin
de réaliser l'étanchéité, c'est la zone de clavage entre les deux tabliers. Mais ça a été traité 14 jours après l'opération coup de pont, dans une intervention ultérieure. Afin justement de laisser suffisamment de temps au béton de faire prise et de dégazer pour réaliser l'étanchéité. Et au niveau finalement de clavage des dalles de transition, comme l'a présenté Jean-Michel, l'étanchéité s'arrêtait à finalement allez, quelques centimètres avant la zone de clavage. Et la partie restante était non concernée par le complexe d'étanchéité. On continue sur les questions. Sur les essais de chargement, donc a priori, il y en a eu. Vous avez des compléments à apporter ou... Durant l'opération coup de poing, on a eu à réaliser des épreuves allégées avec des cas identifiés. Disons, dans l'analyse de risque de l'opération, on avait identifié un certain nombre de possibilités. Il nous est notamment lié aux épreuves d'ouvrage et on avait d'ailleurs plus de deux cas, il y avait trois cas spécifiques qui étaient identifiés. Mais finalement, on a eu à réaliser des épreuves allégées au sortir de l'opération et quelques jours après des épreuves complètes. Et oui, avant restitution de la circulation des épreuves biométriques concluantes. Il y avait une question sur le coût de l'opération, c'est peut-être pour le maître d'ouvrage. Question. En effet. On verra. Il y a un budget Non, quand même. pour donner, non, je plaisante. Pour donner un ordre de grandeur, le marché de travaux était de l'ordre de 6 millions d'euros hors taxe. Voilà, après le coût global de l'opération est plus élevé, mais voilà, je peux donner cet ordre de grandeur-là. Ok. Le nombre d'hommes ou femmes jour mobilisés, alors là, je C'est ne une sais question pas. pour l'entreprise. Ouais, ce qu'on peut dire assez simplement, c'est que elle a mobilisé environ 5 conducteurs de travaux pendant tout le temps de la préparation. Ça a été doublé pendant l'OCP, donc on avait une dizaine d'ingénieurs en poste. On avait aussi 3 chefs de chantier pendant la période de construction des tabliers. Ça a été également plus que doublé. On avait une dizaine de maîtrises, pareil en 3-8 sur l'OCP. En termes de compagnons Bouygues, on avait une quarantaine de personnes, pareil mobilisées. Alors là, c'était pas vraiment de la 3-8. En fait, le personnel était réparti au moment où c'était nécessaire. Et puis, on avait autant de personnel sous-traitant entre les entreprises qui faisaient le sciage, le transport des tabliers par Sarins. Donc, je pense que pour faire une OCP comme celle-ci en compagnon, il faut une bonne centaine de personnes. Et après, alors, j'ai pas la notion de ce que ça représente, mais il faut imaginer que fabriquer des tabliers en moins de 3 mois, alors, moins de 3 mois, c'est même pire. On a mis 3 semaines par tablier, hein. Globalement, le délai, c'est assez record. Euh, sur d'autres chantiers, on est plus sur des timings de 6 semaines pour sortir un tablier. On a fait ça dans un temps divisé par 2. 6 mois. Très bien, bravo. Quid des épreuves de convenance des bétons? Comme question. Je sais pas quel est le quid. Non, Il est mais je pense évident que il est évident. la question Je doit peux, être je peux liée donner à la... l'utilisation des formulations. Ah, pardon, allez-y. Non, non, je vais peut-être donner la parole à la personne. Je vous ai donné la parole, Madame Davidson. Monsieur, je sais. Vous pouvez parler si vous le souhaitez. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, oui, est-ce Donc, qu'il y a oui, des particularités sur les épreuves de effectivement, béton?
effectivement, il y a eu des épreuves béton qui ont été faites en période de préparation de chantier. On a choisi de retenir un seul type de béton de mémoire Jefferson Ça. pour du coup pour faire le tablier béton et tous les accessoires. Je crois que c'est des épreuves plutôt simplifiées concernant le clavage. On a seulement fait des gâchets avec des tests de montée en résistance pour connaître un petit peu la courbe de prise du béton dans le temps et s'assurer que qu'on avait une prise, je crois, de 12 MPa dans les 10 heures, je crois, c'est ça, Jeff, si je me Ouais, c'est trompe ça, pas. l'ordre de grandeur, c'est 1,5 MPa heure, que 14 MPa à 10-11 heures. Après, on peut peut-être juste préciser que vis-à-vis de ces épreuves de contenance, vous avez quand même fait le choix au niveau de l'entreprise de retenir un béton qui avait déjà été utilisé, notamment sur notre Chambéry, et qui était déjà qualifié XF4. Euh, il y a eu des essais qui ont dû être refaits parce que certains étaient un petit peu anciens au moment du démarrage de l'opération, mais ça a quand même beaucoup simplifié les choses d'avoir déjà une formule validée, quoi. C'est ça. Et en fait, comme tu dis, Jean-Michel, en fait, la convenance a été complète, bien que la formule ait été éprouvée, les convenances ont été complètes, Elbert et Caillage, et s'étant pris bien en avance. Et tout ce qui a été étude de formulation sur finalement le béton accéléré, je vais l'appeler comme ça, c'était bien sûr sur la base de notre béton déjà éprouvé. Bien, ben, merci pour les réponses. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou des précisions à apporter côté des intervenants euh, par rapport à ce qui. Donc aujourd'hui, j'entendais tout à l'heure Michael Chose dire qu'il y avait encore des réserves à lever ou on est dans les finitions. Le fin de chantier, enfin, il y a eu cette grosse opération, les travaux de finition ensuite fin d'année dernière. Et là, vous êtes dans les levées de réserve, c'est ça, ou les. Donc aujourd'hui, tout est terminé en La travaux. prise en peinture, oui. Je crois que la seule réserve qui persiste, c'est une réserve de peinture sur la charpente qui est décalée pour des raisons Hmm. climatiques, vous comprendrez, Printemps. au mois de juin, au printemps. Et donc, il nous reste DOE à finaliser et puis dossier ITS de mémoire pour avoir l'autorisation de mise en service. Et puis, effectivement, la partie financière à finaliser aussi. Bon, on vous laisse traiter ce sujet-là en fin de réunion, peut-être. Alors, on va pas se mettre la pression. Très bien. Jean-Michel, tu voulais faire une conclusion peut-être par rapport au Euh, webinaire? Bah, écoutez, déjà, merci à tous les participants, hein. C'était, je pense, intéressant pour nous que de partager voilà, l'expérience qu'on a eue de cette opération et d'essayer d'expliquer au maximum le déroulé de l'opération et pourquoi est-ce qu'on a fait les choix qui ont été retenus in fine sur une opération qui a été quand même faite dans un temps record à la fois pour la partie études et pour la partie travaux. Donc clairement, il fallait qu'on fasse les bons choix dès le départ. Sans ça, ça aurait été vraiment compliqué. Voilà. Bien, eh bien, merci, merci à tout le monde. C'est une petite précision au niveau je pense si tout le monde est d'accord, on mettra en ligne la présentation et normalement enfin, ce webinaire était enregistré. Donc, le temps de mettre tout ça en forme, on devrait le mettre en ligne sur le site de la FGC assez rapidement. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. On termine pile poil dans les temps. Bravo à tous. Vous êtes les pros de la
maîtrise du temps. Et donc, bah, écoutez, je vous souhaite tous une bonne soirée et à bientôt sur nos conférences webinaires de la FGC. Bonne soirée à tous. Merci. Merci, au Bonne revoir. soirée. Et au revoir.